On est Patrick et Hélène, des harmonistes. Notre raison d'être, puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, c'est de permettre le développement harmonieux des entreprises, c'est-à-dire cette cohérence à 360 autour d'une culture d'entreprise, dont la raison d'être est évidemment un des piliers majeurs. La raison d'être, c'est un sujet très à la mode, hein, c'est intéressant. Il y a quelques années, ce n'était pas du tout le cas, et maintenant, c'est vraiment quelque chose dont on parle beaucoup. Donc, l'idée, c'est vraiment de répondre à un certain nombre de questions autour de la raison d'être, à quoi ça sert, comment on peut la définir, et puis surtout, et c'est ça, nous, notre obsession, comment est-ce qu'on peut la faire vivre, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de cohérent, parce qu'on presque un des messages qu'on voudrait vous faire passer, c'est qu'il vaut mieux ne pas écrire du tout de raison d'être si vous n'êtes pas prêt à vraiment vous aligner, la faire vivre, la mettre en œuvre en interne, parce que c'est ça qui est le plus important. Alors, vous pouvez, dans le chat, à tout moment, nous poser des questions. Vous pouvez aussi dire bonjour ou vous présenter dans le chat. Et on va démarrer par un petit questionnaire, justement, une petite question pour voir où est-ce que vous vous situez justement par rapport à cette raison d'être. Donc, dans votre organisation, aujourd'hui, est-ce que la raison d'être existe déjà? Est-ce que la raison d'être est quelque chose que vous avez défini? Est-ce qu'elle est utilisée? Est-ce qu'elle est diffusée? Enfin voilà, vous avez... Donc, est-ce que c'est quelque chose qui reste quelque chose de très implicite? Est-ce qu'elle a été écrite mais qu'elle n'est pas utilisée? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'aujourd'hui tout le monde utilise comme boussole de décision? Parce que c'est vraiment ça qui doit être le but d'une raison d'être. Ça doit être quelque chose qui, au quotidien, va guider vos décisions. Donc, vous pouvez répondre au petit sondage, voilà, en mettant dans le chat le numéro qui correspond à votre situation. Alors en attendant, peut-être pour se présenter, donc Hélène et moi, nous sommes les cofondateurs de Biharmonis. Biharmonis, c'est un collectif d'une vingtaine, un peu plus de 20 aujourd'hui, Harmonis. Nous sommes des experts en culture d'entreprise, en cohérence et en alignement d'entreprise. On fait aussi du coaching de dirigeants, du coaching d'équipe. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles se développent de manière harmonieuse. Comme l'a dit Hélène, c'est notre raison d'être. Et puis, on intervient aussi pour éviter les chocs de culture, par exemple lors d'une opération financière ou d'un regroupement. Voilà. Et on a tous les deux des parcours, comme tous les harmonistes, on a des parcours d'entrepreneurs, de managers qui se sont formés au coaching, qui se sont formés à l'harmonie. Et voilà, quoi. Et nos clients sont des startups, des PME, des grands groupes, etc. Alors, résultat du sondage, Hélène. On a pas mal de 1. On a pas mal de 1, quelques 3 et une personne qui est à 4. Donc, bravo. Nous avons bravo. Quelqu'un qui pourra témoigner de ce que peut apporter une raison d'être quand elle est vraiment vécue. Ok, je te propose, Hélène, de commencer sur... alors, c'est quoi une raison d'être? Quelle est sa définition? Alors, la définition d'une raison d'être, la raison d'être, c'est la notion de finalité, hein, c'est à quoi sert l'entreprise. C'est-à-dire, si elle n'existait pas, qu'est-ce qui manquerait au monde? Et on parle de monde parce que dans la raison d'être, il y a vraiment une notion de finalité de l'entreprise au-delà de sa raison sociale et économique. C'est-à-dire, c'est vraiment le sens profond qu'elle va donner à son activité. Ça peut être une sorte d'idéal à atteindre qui peut être, je sais pas, nourrir la planète, ou ça peut être une cause pour qu'elle s'engage à défendre, l'accès à la santé pour tous, ou ça peut être un combat qu'elle veut mener, un combat par exemple contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est vraiment une ligne directrice qui a une vraie direction de fond. Et l'idée, c'est que ça ne doit pas être un objectif qu'on peut atteindre, puisque la raison d'être, si on l'atteint, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de raison d'être, donc il n'y a plus d'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment quelque chose qui soit très inspirant et qui ne soit pas juste faire son métier, puisque faire son métier, on peut le faire tous les jours. Et si on le fait tous les jours, du coup, on a atteint sa raison d'être, donc on n'a plus de raison d'être. Donc voilà, c'est vraiment une étoile polaire, quelque chose qui nous guide au loin, et évidemment une source extraordinaire d'alignement en interne et d'énergie et de fierté au quotidien. Alors, si on a des difficultés à travailler sur ces sujets-là, il y a les ODD. Alors, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur les ODD qui peuvent illustrer un petit peu? Alors aujourd'hui, effectivement, pour simplifier un peu les directions qu'on peut prendre, il y a le gros travail qui a été fait avec les objectifs du développement durable, qui sont en fait 17 grandes causes qui peuvent servir à créer un monde
durable, justement, définie par l'ONU. Et effectivement, souvent, c'est en regardant sur ces causes-là, et pour certaines entreprises, il y a d'ailleurs plusieurs objectifs sur lesquels elles se positionnent. Ça peut permettre effectivement de trouver, entre guillemets, sa cause, parce qu'on n'est pas tous une entreprise qui, effectivement, est en train de permettre l'accès à l'éducation pour tous, par exemple. Donc, ça peut être aussi des directions, c'est de dire on n'est pas forcément obligé, une raison d'être n'est pas forcément une grande cause aspirationnelle extraordinaire, mais en tout cas, c'est quelle contribution positive je peux avoir pour créer un monde qui aille dans cette direction. Alors après, on va vous citer deux exemples un peu emblématiques, qui sont emblématiques par leur histoire, emblématiques par leur formulation aussi de raison d'être. Une très ancienne, c'est Lego. Lego, vous savez, les petits cubes de jouets, là, les petits cubes en plastique. Eh bien, il y a eu, c'est une très très belle boîte qui a eu des difficultés à un moment donné, qui avait une problématique à avoir véritablement un second souffle. Et il y a eu un travail qui a été fait, c'était il y a 15 ans, il y a même 20 ans, je crois, un travail qui a été fait par les dirigeants pour réfléchir à leur raison d'être. Et la raison d'être qui a été définie, c'est inspirer et développer les constructeurs de demain. Donc là, on voit quelque chose de très fort, très inspirationnel, mais qui est aussi très clair, et on va en parler. C'est quoi une bonne raison d'être? Mais ce qui est intéressant derrière, c'est que Lego a véritablement, en travaillant sur cette inspiration, etc., a véritablement lancé un développement de produit, une sorte de dynamique d'innovation avec complètement incroyable, et ce qui a fait que l'entreprise a redécollé véritablement, a doublé le chiffre d'affaires en quelques années, et a une croissance aujourd'hui extrêmement profitable. On parle en milliards d'euros là, à ce niveau-là. Un autre exemple très intéressant, c'est Michelin. Michelin, parce que Jean-Baptiste Senard a été effectivement l'un des deux rédacteurs de l'entreprise à mission, de la loi Pacte. Et le travail qui a été fait au moment où il était dirigeant de Michelin, vous le savez maintenant il est dirigeant de Renault, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Et c'était assez fin parce que c'était une meilleure façon d'avancer pour les véhicules, bien sûr, mais une meilleure façon d'avancer aussi pour les collaborateurs et une meilleure façon d'avancer aussi pour la planète. Donc c'était très intéressant comme rédaction parce que c'est une rédaction qui est vraiment liée à l'automobile, mais aussi qui avait un fort impact social et environnemental. Voilà, donc c'est deux exemples très intéressants. D'ailleurs, le rapport annuel de Michelin est toujours très intéressant dans sa façon d'endosser complètement cette raison d'être. Alors pourquoi aujourd'hui, Hélène, définir une raison d'être est vraiment incontournable? Alors aujourd'hui, effectivement, bon, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est quelque chose qui est à la mode, et à partir du moment où c'est à la mode, évidemment, c'est quelque chose qui va être demandé, questionné. On va s'attendre à ce que chaque entreprise soit capable d'expliciter, d'éliciter sa raison d'être. La pression aujourd'hui, il y a un peu une triple pression. La première, elle vient du fait que de la part de la société dans son ensemble, il y a une conscience sociale et environnementale très forte. Donc, il y a un appel aux entreprises en fait, à reprendre leur rôle de contribution à la société. Sous-entendu, aujourd'hui, quand avant on pouvait considérer par exemple que c'était l'État, on considère que seules les entreprises sont aujourd'hui les acteurs capables de faire changer les choses. Et à l'autre extrême du spectre, c'est aussi les coupables désignés de tous les maux actuels de notre société. Donc, il y a vraiment cette notion de consommateurs qui deviennent des consommateurs. Donc, il peut y avoir, voilà, avec des boycotts, avec le choix de certains produits par rapport à l'engagement social et environnemental. Il y a en interne les collaborateurs qui demandent ce sens, qui sont très sensibles maintenant à la finalité de l'entreprise. Donc, ils ne veulent pas simplement faire leur boulot, ils veulent savoir à quoi ça va servir derrière. Donc là, c'est de la même manière la notion de collaborateur. Et enfin, il y a une troisième source de pression qui est le monde de la finance qui, de plus en plus, se tourne vers des projets responsables, donc des fonds qui vont intégrer des critères ESG, qui vont investir de plus en plus d'argent dans des projets qui prouvent qu'ils ont une valeur ajoutée sociale, sociétale et environnementale. Donc effectivement, avec ces trois formes de pression, ça devient un incontournable. Maintenant, notre message, ça va vraiment être de dire, attention, c'est pas parce que c'est un exercice qu'il faut faire qu'il faut le bâcler. C'est-à-dire, ça reste la raison d'être un exercice qui est très délicat. Et vraiment, ce qu'on veut vous montrer un peu aujourd'hui, c'est que une raison d'être, c'est facile de d'écrire quelque chose couché sur le papier qui soit un peu inspirant avec des jolis mots et des beaux concepts. Mais trouver une raison d'être qui soit vraiment efficace et qui soit une bonne raison d'être, c'est pas du tout facile. Il y a en particulier un certain nombre de critères
pour s'assurer qu'une raison d'être est vraiment enracinée dans l'entreprise, qu'elle est cohérente, etc. La notion de puissance, c'est est-ce qu'elle a un vrai impact émotionnel, est-ce qu'elle donne de l'énergie. Donc cette notion d'impact, ce serait de dire, voilà, est-ce qu'elle répond vraiment à un besoin réel de la société, et elle donne de l'énergie en interne. Donc, est-ce que c'est quelque chose de très clair? Je prends par exemple la raison d'être de Voltalia, améliorer l'environnement global en favorisant le développement local. Donc, on est sur quelque chose où, voilà, on est assez précis quand même, on travaille sur l'environnement, on travaille sur le développement local, donc c'est pas quelque chose où on est vraiment dans du flou total. Il y a un vrai engagement. Est-ce qu'elle est pertinente pour l'ensemble des parties prenantes? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend en compte seulement, par exemple, nos clients, ou est-ce qu'on montre vraiment qu'on va prendre en compte toute la société? La raison d'être de deuxième avis, par exemple, permettre l'accès à tous à l'expertise médicale. Donc là, effectivement, on est sur quelque chose de très global. Est-ce que c'est authentique? C'est-à-dire, est-ce que ça va vraiment refléter ce qui est la réalité du quotidien dans l'entreprise, que ce soit en termes de communication, mais surtout en termes de décision et d'action? Donc là, cette notion effectivement de cohérence, elle va être clé pour que la raison d'être soit vraiment quelque chose de fort et soit utile et rayonne. Donc nous, voilà, on vous encourage vraiment à faire passer à la moulinette de ces critères-là la raison d'être qui a pu être définie dans votre entreprise pour avoir quelque chose, ou si vous allez la définir, pour avoir quelque chose qui soit puissant et qui puisse vraiment donner un résultat. Donc Patrick va vous parler de voilà, ce que ça peut apporter quand on définit vraiment une raison d'être qui répond à ces critères. Et c'est vraiment un exercice effectivement assez délicat. Ouais, c'est délicat. On voit notamment, et c'est la même chose sur les valeurs d'entreprise, hein. On a aujourd'hui un prospect sur deux qui nous dit on a lancé le chantier, mais on n'aboutit pas à quelque chose de pertinent, c'est pas quelque chose de suffisamment fort. On voit notamment beaucoup de raisons d'être qui sont émises et on est incapable de les associer à l'entreprise. Et puis après, on va le voir dans leurs objectifs, dans leur déclinaison, c'est pas très clair. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a à peu près 50% des raisons d'être formulées qui sont pertinentes, qui sont puissantes, claires, engagées, authentiques, et il y en a 50% qui ne le sont pas. Donc on voit que c'est vraiment un exercice qui n'est pas facile, d'où l'importance de prendre du recul, aussi de connaître, d'avoir pas mal d'expérience. Nous, à force d'en faire, on connaît un peu les choses trappes. Je vais vous donner un exemple, deux exemples d'entreprises. La première, c'est juste à temps, et pour rebondir sur ce que disait Hélène, c'est une entreprise qui avait pour raison d'être le supermarché du bureau. Donc, c'est une entreprise qui livre des produits alimentaires, des petites canettes de coca, des biscuits pour les réunions. Donc, c'est du B2B, c'est pour les réunions d'entreprise. Et voilà. Et l'entreprise était vraiment ciblée là-dessus. Lorsqu'on a fait le travail sur la raison d'être avec les équipes, et ce qui a émergé au niveau des équipes, c'est que la raison d'être a été formulée comme devenir être le numéro 1 de la convivialité au bureau. Donc, on est passé du cybermarché au bureau à la convivialité au bureau. Vous voyez que c'était absolument pas la même chose. Et en fait, la deuxième, celle qui a été émise, était beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus pertinente par rapport à ce qui avait été mis initialement, qui était quelque chose qui datait d'une vingtaine d'années. Et en faisant ça, ce qui est très intéressant, c'est l'impact business que ça a eu. Parce qu'à partir du moment où on vend de la convivialité, et on ne vend pas juste un cybermarché du bureau, ça va élargir le catalogue. Et le catalogue que vous voyez en dessous, là, ils ont élargi du café, du jus d'orange. Ils sont passés au vélo, à la table de ping-pong, au coffret cadeau, aux fruits lors des réunions, etc., etc., etc. Et donc, le chiffre d'affaires de la société a été multiplié par 4 en quelques années, et la rentabilité a énormément progressé. Donc, en fait, ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que la raison d'être, et on pense souvent à elle pour les collaborateurs, en se disant c'est très important en termes d'énergie, en termes de cohésion d'équipe, en termes de fierté d'appartenance, on va le voir après, mais c'est aussi très important pour la structuration de votre offre. En fait, votre offre produit va dépendre directement de votre raison d'être. Et c'est ça qui est extrêmement important. Si vous commencez à élargir votre raison d'être, ou si vous pouvez élargir votre offre. Je vous prends un exemple très emblématique. Un autre exemple, c'est Airbnb. Airbnb, vous savez tous, c'était de l'hôtellerie chez les particuliers. En fait, c'était la capacité de pouvoir être hébergé dans des appartements particuliers. Et maintenant, Airbnb, il y a 2-3 ans, a changé sa raison d'être. Et sa nouvelle raison d'être, c'est rendre le voyage magique pour tous. Rendre le voyage magique pour tous. Et ils ont développé en fonction de ça
de l'expérientiel. C'est-à-dire vous pouvez aujourd'hui sur Airbnb réserver la visite des catacombes avec un Parisien, un cocktail, comme on fait un cocktail à Cuba, etc., etc. Et ils ont intégré aussi tout ce qui était voyage, déplacement, etc., transport. Donc vous voyez, en travaillant sur sa raison d'être, on est vraiment capable de remodeler complètement son offre. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment très important. Un autre exemple emblématique, Hélène, c'est Chapka. Tu peux nous en parler peut-être? Ouais. Donc, Chapka Assurance, effectivement, au départ, c'est une assurance avec un très bon rapport qualité-prix, assurance voyage. Donc, effectivement, un milieu très, très concurrentiel où ce n'est pas forcément évident de se différencier. Mais ce qu'il y avait de très, très fort dans l'ADN de Chapka, c'était en particulier un focus sur les jeunes et de se dire, en fait, si la raison d'être d'une assurance, ça doit être de protéger, eux, en fait, ont pris l'axe inverse, de dire non, nous, en fait, on ne veut pas que notre assurance, elle serve à protéger, on veut que notre assurance, elle serve à permettre de prendre des risques. Et donc, en particulier, d'encourager les jeunes à partir et à faire des tours du monde, à faire des Working Holiday Visa. Et donc, du coup, ils ont réalisé toute une vidéo autour de ça. Ils ont décidé d'assumer cette raison d'être, donc de permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde. Et à partir du moment où ils ont pris ce positionnement, il y a une énergie incroyable qui a été libérée et qui s'est ressentie en externe, qui a fait que très rapidement, ils sont devenus la référence, effectivement, de l'assurance voyage pour tous les jeunes qui partaient, avec des vidéos qu'ils ont co-réalisées sur ces jeunes qui osaient partir, etc., pour encourager en fait les jeunes justement à prendre des risques. Et ça a eu effectivement un effet extraordinaire sur la croissance de l'entreprise. Et alors, c'est vraiment intéressant, le décollage de l'entreprise vient de cette époque. On va vous mettre le lien vers cette vidéo. On a aussi réalisé un podcast avec le dirigeant, parce qu'on a une chaîne de podcast qui s'appelle Harmony Inside. Vous avez une quarantaine de podcasts d'entrepreneurs qui témoignent de comment utiliser la raison d'être, comment utiliser les valeurs, comment utiliser la culture pour se développer. Ce qui est intéressant aussi avec Chapka, c'est que donc d'un courtier en assurance voyage, à partir du moment où la raison d'être, c'était de permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde, ils se sont rapidement rendus compte que c'était bien de vendre les voyages, mais si la gestion de sinistres derrière n'était pas assurée de manière conviviale, réactive et permettait pas aux jeunes de voyager en sécurité, ça le faisait pas. Et donc, ils ont été amenés, ce qui a été très délicat, mais on les a accompagnés dans cette dynamique, à oser réaliser un nouveau métier qui est du vendeur en courtage, donc du courtier d'assurance, d'être gestionnaire de sinistres. Ils l'ont fait, ils ont mis 1 an pour le faire, à développer toute une offre complètement originale de gestion de sinistres. Et aujourd'hui, l'activité a doublé littéralement de volume avec une énorme rentabilité. Pourquoi ? Parce que ça leur a permis de développer ce nouveau métier de gestionnaire de sinistres. Et aujourd'hui, ils font non seulement la vente, mais aussi la gestion de sinistres. Et après, le plateau d'assistance est assuré par des Europe Assistance ou autres. Et donc, c'est vraiment cette capacité de se dire, si ma raison d'être, c'est de permettre aux jeunes de découvrir, eh ben, je vais oser faire quelque chose que je ne sais pas faire parce que c'est vraiment important. Donc, c'est ce degré d'audace, ce degré qui vous permet, je dirais, d'oser sortir de sentier battu à partir du moment où vous êtes conforme à votre raison d'être. Alors, un point très important, comment on met la raison d'être en action, c'est vraiment le point clé, comment finalement on l'incarne vraiment, comment on la met en œuvre, Hélène. Alors, il y a plusieurs dimensions, effectivement. Nous, notre approche, comme on vous l'a dit, c'est vraiment une approche à 360. Donc, c'est de se dire, à n'importe quel niveau de votre entreprise, que ce soit en interne ou en externe, il faut que cette raison d'être, elle rayonne. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés, par exemple, chez un château forme. Leur raison d'être, c'est apporter de la chaleur ajoutée aux entreprises. La chaleur ajoutée, vous la ressentez partout, depuis le premier contact que vous aurez au téléphone jusqu'à le moment où vous allez repartir et vous aurez un petit mot sympa dans votre chambre. Donc, il y a vraiment ce côté, il faut que ça diffuse. Donc, une des premières choses, c'est effectivement cette notion de communiquer en externe, donc assumer en externe la raison d'être. Et souvent, ça prend la forme d'un manifeste. Là, vous avez l'exemple du slip français, donc le slip quoi de plus commun. Donc, comment créer une marque ? Là, ils ont vraiment créé une marque autour de l'engagement, en jouant à fond cette dimension française, jusque dans leur marque, finalement, on est là pour réinventer la fabrication textile en France. Donc, c'est vraiment cette notion d'assumer un choix, parce que c'est effectivement un choix qui a un coût, mais du coup, qui est tellement cohérent et authentique et assumé par l'entreprise que ça devient finalement la différence qui fait la différence. Donc, ça devient au contraire ce qui est pour eux leur principal atout. Donc, le manifesto, c'est vraiment cette communication et, si possible, une communication qui se traduit évidemment dans des actions. Si vous prenez par exemple l'exemple de la Camif, qui est sur
cette notion de consommation responsable, la Camif qui fait de la vente en ligne ont fermé leur site pour le Black Friday en disant on boycotte un jour qui est pour nous contre notre raison d'être, parce que notre raison d'être, c'est de consommer responsable. Vous imaginez ce que ça peut… Pour eux, c'était 20% du chiffre d'affaires du mois, pour une journée. Donc, c'est prendre un énorme risque business pour assumer ses convictions. Et c'est là qu'on voit une raison d'être qui est mise en action. Et d'ailleurs, qui derrière, par exemple, dans l'exemple de la Camif, leur a au contraire donné une telle crédibilité, une telle légitimité dans leur engagement qu'au contraire, évidemment, ils ont bien et très bien récupéré ces fameux 20% qu'ils avaient perdus ce jour-là. Ouais, en parlant de la Camif, c'est intéressant de voir que pendant la période du Covid, période dramatique, mais les entreprises qui avaient vraiment une puissance de raison d'être, une culture extrêmement puissante comme la Camif, ont vu véritablement leur chiffre d'affaires décoller parce qu'effectivement, il y a eu énormément d'attention. Les gens, aujourd'hui, ça devient très important, ces notions de sens, il y a une quête de sens, une quête d'authenticité aussi, et une quête de cohérence, comme vient de le dire Hélène. Et donc, là, c'est typique, la Camif, une société qui est en pleine croissance, alors que c'est de la vente de meubles et de mobilier de manière générale, quoi. Alors, un exemple aussi sur nous-mêmes, Hélène. Donc, effectivement, je vous ai dit au tout départ, nous, notre raison d'être, c'était de permettre le développement harmonieux des entreprises. Ce qui est très important pour mettre la raison d'être en action, c'est de prendre le temps de définir concrètement comment elle se décline. C'est-à-dire la raison d'être, c'est, on va dire, le chapeau qui est tout en haut, mais derrière, quels engagements vous pouvez avoir. Donc, en particulier, c'est quelque chose qui est explicitement demandé pour obtenir le statut de la qualité d'entreprise à mission. Donc, de dire, voilà, concrètement, notre raison d'être, comment est-ce qu'on peut mettre des éléments un peu plus concrets. Donc, nous, on en a défini 4. Derrière, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme indicateur? Comment est-ce que vous allez mesurer que pour chacun des objectifs, des grands objectifs ou des grands engagements que vous êtes fixés, il y a un progrès. Et comment est-ce que aussi, pour chacun de ces engagements, vous pouvez vous fixer des objectifs chiffrés. C'est souvent d'ailleurs quelque chose qui va être très utile si vous devez construire une feuille de route RSE, par exemple, ou tout simplement redéfinir votre stratégie. Parce que du coup, vous avez des grands axes et ensuite, derrière, vous pouvez les décliner en actions. Donc ça, c'est vraiment très important de bien préciser. Nous, par exemple, sur la diffuser nos pratiques et notre savoir, les indicateurs, ce sera combien de personnes seront touchées par nos publications, nos interventions, etc. Parce que vraiment, notre idée, c'est tout le monde peut être harmoniste. C'est pour ça qu'on s'appelle Be Harmonist. Donc, c'est comment est-ce qu'on diffuse un maximum notre message. Et un dernier aspect qui va être important pour vraiment pouvoir donner vie à la raison d'être, ce sera la gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est comment est-ce qu'on va suivre ces indicateurs et ces objectifs, parce que, ça peut être sympa, c'est une feuille de route qu'on a un jour définie parce qu'on était tous très emballés, etc. Et puis ensuite, on ne suit plus rien. Donc, comment est-ce qu'on crée en particulier une gouvernance externe? Et là, la notion de comité de mission, pour ceux qui veulent être société à mission, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des comités éthiques. En tout cas, c'est comment est-ce qu'on rassemble en particulier des parties prenantes pour aider à nous challenger, à nous faire avancer, à nous remettre en question et du coup vraiment s'assurer qu'on va continuer à faire vivre et à respecter les engagements qu'on s'est fixés. Une question par rapport à tous ces engagements, c'est est-ce qu'il faut les publier? Est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose qu'on diffuse à l'extérieur? Nous, notre recommandation, c'est bien sûr oui. C'est comme si vous vous mariez. Quand vous vous mariez, c'est un engagement. En général, vous ne gardez pas ça secret. Au contraire, vous avez envie que tout le monde voit que vous vous êtes engagé parce que vous en êtes fier. Donc, plus vous les publiez et plus ça crédibilise aussi toute votre démarche. Voilà, donc là encore, c'est assez délicat le sujet de la gouvernance parce que si vous avez une raison d'être, mais derrière, il n'y a pas d'objectif, si derrière, il n'y a pas une mise en œuvre, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas une mesure, si derrière, il n'y a pas un suivi, une gouvernance, soit un comité de mission, soit un Chief Mission Officer, soit un Chief Cultural Officer, etc. Donc, il y a plein de façons de le faire. Notre grand message, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon. C'est que chaque entreprise a sa culture et par définition, c'est à vous de trouver la bonne façon pour vous-même en fonction de vos objectifs, de la façon dont votre entreprise se comporte, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'adapté au cas par cas. D'où ce côté un peu délicat et d'éviter de copier les uns les autres. C'est pas le sujet, en fait. Parce que c'est le meilleur moyen de se planter, en fait. L'autre élément très important, c'est qu'une fois qu'on l'a défini, une fois qu'on a défini les objectifs, qu'on a une gouvernance, comment véritablement la faire incarner et qu'elle prenne vie, qu'elle prenne corps au sein de l'entreprise. Alors, le premier élément pour le faire, c'est d'avoir un processus d'émergence participatif.
plus vous intégrerez des collaborateurs, des managers. Quelquefois, c'est pas possible de prendre tout le monde. Quelquefois, au contraire, c'est possible. Donc, plus c'est large, plus vous aurez je dirais, un ancrage qui sera fort. Voilà. Donc, nous, on est vraiment, les harmonistes sont formés à faciliter, à animer, à faire des sondages, etc. pour vraiment avoir une audience large. Deuxième élément, c'est très vite avoir des actions symboliques très fortes. Et même avant la communication. Ça, c'est un point très fort de notre méthodologie. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des belles paroles, mais d'abord, c'est l'action qui compte, c'est des exemples concrets. Voilà, donc des choix symboliques forts. Et puis très vite, de prendre en compte dans toutes les décisions qui sont prises, de prendre en compte la raison d'être comme un véritable référentiel. Et lorsque le dirigeant va expliciter pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, qui se réfère par rapport à cette raison d'être, mais au fur et à mesure que l'ensemble des managers intègrent les éléments de culture, la raison d'être, mais aussi les valeurs en termes comportementaux, dans le processus de décision. Donc ça, il y a vraiment un ancrage à créer, il y a vraiment une formation des managers à faire. Donc souvent, nos missions, une fois qu'on a défini la raison d'être, les valeurs, etc., on va effectivement travailler sur cet ancrage, sur la communication, mais aussi sur l'ancrage réel et sur ces actions symboliques. Et puis à la fin, c'est en faire un critère de succès. Nous, on a l'habitude de dire on est ce qu'on mesure. Donc, si derrière la promotion de quelqu'un ou si les KPI, on va en parler tout à l'heure, ne sont que financiers, et si jamais on regarde si le collaborateur, le manager a véritablement incarné la raison d'être, c'est dommage, quoi. Donc, voilà, donc vous voyez que ce travail est un travail d'extrême profondeur, c'est-à-dire qu'on parle d'une définition. Et comme le disait Hélène, on a de plus en plus de pression. Les entreprises, vous ne pouvez pas ouvrir les Échos aujourd'hui sans avoir un article sur la raison d'être. Donc, c'est vraiment un thème phare. On a de plus en plus d'appels là-dessus, surtout dans la période actuelle où véritablement il y a une problématique de réénergisation, de cohésion des équipes. On sent que la Covid a changé les choses. Il y a un certain nombre de personnes qui veulent changer de vie, qui veulent changer de poste. Donc, si vous donnez pas une dynamique très forte, une impulsion très forte collective, notamment avec votre culture et votre raison d'être et vos valeurs, etc., c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Donc aujourd'hui, c'est un must-have, véritablement. Voilà. Donc voilà comment faire de votre culture, comment ancrer votre culture. Même un degré plus loin, Hélène. Donc, un degré plus loin, c'est vraiment aussi s'assurer qu'il y a un alignement, on parlait vraiment de cette cohérence, entre l'ensemble de ce que chaque salarié recherche, donc quelle est en fait sa raison d'être personnelle et la raison d'être de l'entreprise. C'est-à-dire vraiment prendre ce temps, et c'est là où au recrutement, c'est très, très important d'utiliser cette raison d'être, de se dire, voilà, on a une raison d'être qui correspond exactement aux aspirations de chacun de nos salariés qui, eux, s'y reconnaissent. Et comment est-ce que, du coup, dans cette déclinaison fractale, on arrive aussi, au niveau de chaque salarié, à l'aider à réaliser sa raison d'être pour contribuer à la raison d'être de l'entreprise. Et là, effectivement, on se rend compte que quand c'est le cas pour les entreprises, donc ça, c'était une étude de McKinsey de l'année dernière, il y a un effet, effectivement, extrêmement bénéfique. Alors, n'hésitez pas évidemment à poser vos questions. Là, déjà, je vois des très bonnes questions. Comment marier rentabilité et raison d'être? On les garde pour juste à la fin. Là. Il nous reste encore quelques slides et on va y répondre. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, quand on arrive effectivement… Vas-y. Vas-y, je t'en prie, Hélène. Quand on arrive à avoir cet alignement, cette cohérence parfaite au sein de l'entreprise, en interne comme en externe, il y a une énergie qui est libérée, qui est vraiment extraordinaire. Il y a un effet de motivation. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ce côté, en particulier des équipes qui sont souvent à distance, éclatées, c'est cette raison d'être qui va justement être le ciment qui fait que tout le monde quand même se rassemble, que tout le monde est capable de revenir au bureau. Donc là, je parlais hier avec une société justement qui a beaucoup travaillé là-dessus ils disent résultat, c'est incroyable. Normalement, nos salariés sont en général chez le client et on a créé justement quelque chose de tellement fort que pendant le temps où les salariés n'étaient pas chez le client parce que les bureaux des clients étaient fermés, ils voulaient venir à nos bureaux. Alors qu'il y a énormément d'entreprises, au contraire, pour qui c'est la croix et la bannière pour faire revenir les salariés au bureau. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on crée ce sens qui est une motivation extraordinaire et qui donne envie, effectivement, aux salariés de venir et de revenir. En termes d'attractivité, aujourd'hui, il y a
de manière intéressante, il y a des recruteurs, des boîtes de recrutement qui se positionnent que là-dessus, que sur les entreprises qui ont des raisons d'être fortes, etc. Et ils disent qu'ils ont une demande, cette fois-ci, de la part des candidats qui dépasse très largement aujourd'hui ce qu'ils peuvent leur proposer comme poste. Il y a de la même manière sur le cadre emploi, on peut trouver maintenant justement des articles spécifiques sur voilà, vous souhaitez rejoindre une entreprise avec une raison d'être ou une société à mission. Donc, il y a vraiment quelque chose aujourd'hui d'extrêmement fort sur mettre en place en interne une raison d'être qui soit vraiment inspirante et du coup fédérer et motiver autour de ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est à la fin, ça donne quoi? Comment on mesure le succès de ça? Et c'était un peu le lien, la question comment marier rentabilité et raison d'être, comment marier raison d'être et création de valeur. On pourrait aussi poser la question. Moi, je voudrais vous donner l'exemple de Phoenix. Phoenix, c'est une société, c'est une scale-up qui a levé pas mal d'argent et qui fait du recyclage de produits alimentaires. Et cette société est véritablement une entreprise à mission, à lever des fonds en se positionnant véritablement comme ça, et elle a levé, je ne sais plus si c'est 30 ou c'est 100 millions d'euros, enfin, c'est des sommes colossales. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible, et les investisseurs s'y prêtent. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'investisseurs, on va le voir, qui investissent dans ce type d'entreprise, et donc on peut se développer. Et ce qui est intéressant dans Phoenix aussi, c'est que leur reporting mensuel et les réunions avec les board members, et dont le fonds d'investissement, est coupé en deux. Il y a 50% du temps, c'est l'analyse des chiffres financiers, stratégiques, etc. Et 50%, c'est les chiffres extra-financiers, c'est où est-ce qu'on en est dans le nombre de repas, donc machin, combien on a économisé, combien on a sauvé de produits alimentaires, comment on a redistribué de produits alimentaires, etc. Donc il y a vraiment aujourd'hui un double reporting, et on le voit aussi dans la RSE, puisqu'il y a un lien très fort entre la raison d'être et la RSE, et on voit de plus en plus les directeurs financiers qui commencent à devoir mesurer la RSE au même titre qu'ils mesuraient les chiffres financiers. Donc il y a une sorte aujourd'hui de prise de conscience que c'est deux choses qui vont de pair, qu'il y a du sens, qui se mesurent de manière avec des indicateurs différents des indicateurs financiers classiques. On va même encore un degré plus loin, et je vais vous parler des fonds ESG, parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est créé, qui s'est passé là ces derniers mois, ces même derniers 24 mois. Il y a une explosion de la souscription des particuliers sur ces fonds ESG. Je crois qu'aujourd'hui, c'est presque la moitié de la souscription des fonds. C'est des sommes colossales qui se déversent dans des fonds qui vont être spécialisés pour investir dans des entreprises qui ont une politique RSE, qui respectent des critères, ce qu'on appelle ESG, et l'entreprise et la raison d'être est un incontournable. Et c'est intéressant parce que on peut se poser aussi la question, est-ce que c'est un phénomène de mode? En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que ces fonds sont surperformants, légèrement surperformants par rapport aux fonds classiques, et surtout, ils ont un rapport par rapport à ce qu'on appelle une volatilité, c'est-à-dire un rapport au risque qui est bien plus favorable. Donc aujourd'hui, vous avez des grands fonds d'investissement, les grands gestionnaires d'actifs que sont BlackRock et les autres, qui militent pour que chaque entreprise définisse sa raison d'être, que cette raison d'être, elle soit véritablement un sujet de discussion au niveau des conseils d'administration, et que les investisseurs s'en emparent. Et on commence à voir ça naître aujourd'hui dans les fonds de private equity. Je vous donne un très bon exemple. Il y a un podcast qu'on a publié hier avec Utopia, un nouveau fonds de capital investissement qui est entreprise à mission elle-même, qui est B Corp elle aussi. Et donc on voit des fonds qui se créent, entreprise à mission B Corp, et qui cherchent et qui auront des performances qui sont identiques, similaires, voire supérieures aux fonds classiques. Donc il faut se rendre compte qu'il y a véritablement une création de valeur, et il y a une recherche même, je vais même encore aller un degré plus loin, j'ose, c'est de dire qu'il va y avoir tellement de fonds qui vont se déverser, et il va y avoir finalement pas tant que ça d'entreprises avec une raison d'être complètement incarnée, déclinée, parce qu'on a vu que c'était difficile à mettre en œuvre. Il y a des changements complets à faire, quelquefois, des transformations profondes, que vous, dans quelques années, vous aurez une prime. Si vous êtes une véritable entreprise avec une raison d'être puissante, incarnée, bien mise en valeur, vous aurez une prime, donc ce qu'on appelle un goodwill sur le plan financier, et donc une valorisation supérieure. Donc c'est intéressant parce que de quelque chose qui était un petit peu complètement visionnaire il y a 4 ou 5 ans. La loi Pacte a donné un énorme dynamique avec l'entreprise à mission, mais vous avez aussi les consommateurs, comme le disait Hélène, puis vous avez ces financiers qui arrivent et qui déversent des flots d'argent sur ce type d'entreprise. Donc c'est finalement, l'entrepreneur est aujourd'hui véritablement cerné, et pour la bonne cause, en fait, en quelque sorte. Alors Hélène, est-ce qu'on peut faire un petit point, un petit recul, où on en est où sur les entreprises à mission et sur les B Corp?
Alors, très rapidement, effectivement, l'idée, c'est de se dire, si vous voulez mesurer votre raison d'être, c'est intéressant, effectivement, de rentrer dans une forme de cadre vous aidant à structurer la démarche, parce que vraiment, il s'agit de ça. Là, vous avez deux choix dans votre, on va dire, donc, à partir du moment où vous cherchez effectivement ce côté labellisation, il y a une forme de coming out pour montrer ce que vous faites souvent déjà très bien, mais ça peut être aussi pour vous challenger, pour aller plus loin. Donc là, vous avez le choix. Soit effectivement, vous êtes plus sur cette notion de je veux décliner très concrètement ma raison d'être, faire mesurer des progrès qui sont vraiment spécifiques à ce que je suis. Et là, il s'agit de l'entreprise à mission, puisque l'entreprise à mission n'est pas un référentiel, c'est-à-dire chacun définit comme il le souhaite ses engagements, avec évidemment, il y a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises. Donc, on est pas loin de 200 entreprises qui sont devenues sociétés à mission. Et là, rien que la semaine dernière, il y en avait 10 de plus. Donc, c'est effectivement un mouvement plutôt exponentiel aujourd'hui. Devenir en société à mission, entreprise à mission, c'est effectivement vous obliger à inscrire dans vos statuts ces engagements, donc à être audité par un tiers qui va challenger, donc un organisme tiers indépendant qui va challenger le fait que vous ayez vraiment mis en œuvre les moyens pour atteindre ces engagements sociétaux, sociaux, environnementaux. Et cette gouvernance externe qui est le comité de mission. Si vous souhaitez plutôt avoir un suivi de vos impacts, une mesure de votre marque, vous avez EcoVadis ou ZEI qui vous permet effectivement d'obtenir aussi un label EcoVadis en particulier. Donc, c'est un label qui est un label spécialisé pour les fournisseurs. Donc, ça vous permet d'accéder à certains marchés. Pardon, comme Patrick le disait, ça devient de plus en plus une demande. Et enfin, vous avez des normes qui sont des normes communes, entre guillemets, à tous et reconnues. Bicorp étant la plus connue parce que c'est une norme américaine qui est très développée et qui permet d'avoir énormément de critères sur lesquels vous allez vous mesurer. Il faut avoir 80% par rapport à la norme pour pouvoir obtenir le label Bicorp. Et ensuite, vous pouvez du coup mesurer le progrès sur chacun des différents items sur lesquels vous allez être mesuré. Il y a récemment une norme, un label français qui s'est lancé, qui est Positive Workplace, qui a l'avantage d'être un peu plus adapté pour des petites structures en particulier, moins lourd que Bicorp. Donc, je vous encourage à explorer si vous avez l'idée de vous faire labelliser. Le gros avantage de cette démarche, c'est que vraiment, ça vous donne du coup une structure avec tous les indicateurs sur lesquels vous allez pouvoir progresser. Ça vous aide du coup à franchir des caps en termes d'engagement et d'actions concrètes. Donc, oui, il y a un peu une jungle des labels. Ce qui est important, je pense, à retenir, c'est que dans tous les cas, il faut s'y mettre. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Hélène avec EcoVadis, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui les grands comptes demandent dans les appels d'offres ou pour choisir un fournisseur. Eux-mêmes sont de plus en plus obligés, parce qu'ils sont dans cette démarche-là, ils sont obligés de montrer que leurs fournisseurs sont dans cette démarche-là. Donc, il y a un phénomène de cascade qui vient des grands comptes, et puis aussi les startups qui, pour elles, c'est vraiment très très normal d'être entreprise à mission ou d'être Bicorp. Donc voilà, donc il y a vraiment un véritable phénomène de basculement, et aujourd'hui on en est le basculement inéluctable est en train de se faire. C'est qu'une question de mois, quoi. Alors, pour récapituler un petit peu cette approche, donc c'est une notion incontournable, mais c'est pas parce qu'elle est incontournable qu'il faut le faire vite et bien, enfin vite et pas bien. Donc nous on vous propose effectivement d'être un peu vigilant sur c'est une démarche qui nécessite une vraie authenticité, qui nécessite, on ne peut pas avoir un discours creux parce qu'on tombe vraiment à plat, et comme le disait Hélène en introduction, ça peut être contre-productif véritablement. Donc il vaut mieux ne rien faire. On va pas être en vente, là on va être en non-vente. On va vous dire non, ne faites rien si vraiment c'est pas une démarche globale. Si vous l'initiez, nous on les accompagne, ça crée une formidable énergie en interne. On voit des mouvements très très beaux, les gens veulent travailler, les collaborateurs veulent travailler sur ces notions, ils veulent travailler par exemple sur l'empreinte carbone, ce genre de choses. Il y a vraiment des vraies dynamiques, donc ça crée de la cohésion en interne et des dynamiques fortes. Et voilà. Mais au-delà du sens, au-delà de donner du sens, il faut vraiment essayer d'avoir du sens. Donc, doit y avoir une profonde authenticité. Ce qui, vous, en tant que leader, en tant que dirigeant, nécessite que vous incarniez véritablement, vous soyez exemplaire. C'est le dernier point de cette slide. Mais il y a aussi un peu de choses trappes dans la façon de l'exprimer, dans la façon de choisir les objectifs. Il y a une sorte de cohérence à aller chercher, et un regard extérieur peut vous aider. Et puis enfin,
il y a une véritable dynamique d'embarquer les équipes. C'est-à-dire que si on fait ça, s'il y a un petit comité qui le fait, mais que le reste de l'entreprise n'est pas embarqué, ben finalement, ça tombe à l'eau. Donc, et on voit ça pareil sur la RSE, quand la RSE était juste quelque chose d'à part de l'entreprise pour juste du window dressing, comme on appelle ça, bah, ça n'avait pas de sens. Donc aujourd'hui, on voit tout ce qui est raison d'être, RSE, valeur, véritablement rentrer au cœur de l'entreprise et ce que recherchent les acteurs, les consommateurs et les collaborateurs, c'est une vraie authenticité, une vraie cohérence. Pour aller encore un degré plus loin dans la complexité, malheureusement, il y a un cri d'appel qu'a fait Hélène. Elle a fait un très bon article. Je vais vous donner le lien vers cet article que je vous encourage à lire. Sur, c'est bien beau de travailler sur la raison d'être, mais est-ce que ça suffit? En fait, l'idée, c'est toujours de se dire, imaginons que vous devez escalader une montagne, vous savez que là-haut, il y a cette vue magnifique sur le monde entier, etc. OK. Donc, vous allez être dynamisé, etc. Mais si vous avez des mauvaises chaussures, qu'on vous a pas bien indiqué le chemin, ou vous avez un caillou, très vite, en fait, ça va être un calvaire et vous allez rapidement oublier ce magnifique sommet vers lequel vous vous dirigez. Donc, l'idée, c'est de se dire, la finalité, c'est très important, mais il faut d'abord avoir travaillé, ou en tout cas en même temps travailler sur les modalités. C'est de se dire qu'il faut faire le ménage à l'intérieur aussi, et donc travailler sur le sens, etc. Ça ne marchera pas si à l'intérieur, vous n'avez pas déjà juste donné les bonnes conditions pour que chacun puisse bien faire son travail. Donc, c'est vraiment savoir travailler aussi sur ses valeurs, sur la manière dont les gens travaillent en interne, comment vous faites les choses. Et plus vous allez aller vers une raison d'être qui soit forte, inspirante, etc., plus il est indispensable d'avoir travaillé aussi sur ces modalités en parallèle. Alors, c'est pour ça que, en tant qu'harmoniste, nous, notre job, c'est alors c'est quoi l'harmonie? L'harmonie, c'est la cohérence autour d'une culture d'entreprise puissante, incarnée, authentique. Et donc, c'est vraiment important donc on essaye de sensibiliser, d'où nos podcasts d'ailleurs, de sensibiliser les dirigeants en leur disant, écoutez, c'est vraiment un travail global de cohérence et c'est pas juste la raison d'être, c'est l'ensemble de la culture. Donc, c'est la raison d'être, c'est la vision, c'est l'ambition, c'est les valeurs, c'est l'organisation, c'est comment on prend les décisions. Donc, nous aidons les entreprises à véritablement mettre des mots sur cette culture, les mettre en valeur, par exemple sous la forme d'un culture code ou d'un culture book, ou d'une plaquette de présentation. Et l'idée, c'est vraiment de mettre des mots sur cette culture et d'en faire un véritable référentiel au quotidien. Donc voilà. Et c'est dans ces cas-là que vous arrivez à avoir effectivement une cohésion très forte, une fierté d'appartenance. Et ça génère énormément d'énergie, par exemple la capacité pour le dirigeant de rendre les équipes plus autonomes, de déléguer beaucoup plus facilement parce que le cadre est clair et les règles du jeu sont claires. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'abord merci d'avoir assisté jusqu'au bout à cette présentation. N'hésitez pas à parler des harmonistes autour de vous. Si vous avez la moindre question sur comment faire, sur vous hésitez ou vous voulez même juste un conseil, passez-nous un petit coup de téléphone. Là, je vous ai mis nos deux adresses mail. Donc, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Là, vous avez un bouton en haut, un bouton rouge. Cliquez ici si vous voulez prendre un rendez-vous, si vraiment vous avez une problématique sur votre raison d'être que vous voulez partager avec nous. Voilà. Et vous retrouverez aussi, et je vous mets ça, vous allez retrouver sur notre site web beaucoup d'informations. On a notamment fait des frequently asked questions, des FAQ sur la raison d'être, mais vous trouverez aussi des FAQ sur la culture, sur les valeurs d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Vous aurez énormément de réponses là-dessus. Et puis, enfin, je vous recommande véritablement d'écouter nos podcasts dont je parlais tout à l'heure. Vous avez 40 chefs d'entreprise qui témoignent de la façon dont ils vivent leur culture en interne. Et c'est 40 entreprises qui cartonnent. Hein. C'est Le Bon Coin, c'est Quantum Square, c'est des Open Classroom, donc c'est des entreprises comme ça. Et vous verrez à quel point ces entreprises utilisent la raison d'être, comme INSEC, je pense à INSEC que Hélène a fait, voilà, mais aussi Castali, ce genre d'entreprise où vous voyez que ces entreprises n'ont aucun mal pour recruter, elles reçoivent des centaines de CV. Je pense que c'est, je ne sais plus quelle entreprise qui disait qu'un offre d'emploi sur un directeur marketing, ils ont eu 700 CV alors que c'est une petite entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils ont une culture tellement forte, tellement incarnée que ça génère un phénomène d'attraction. Donc aujourd'hui, donner du sens, c'est un incontournable, les collaborateurs le demandent, mais c'est aussi une formidable force d'attractivité des talents et des clients. Donc il faut le vivre de manière sincère et authentique. Voilà, et de manière crédible.
d'où ces notions de mesure, de gouvernance, etc., que vous pouvez faire ou ne pas faire, ou faire progressivement à la vitesse, je dirais, à votre vitesse. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir assisté à ce webinaire. Alors, peut-être peut-on répondre aux questions. Il y avait une question sur le lien entre la performance, Hélène, et la raison d'être. Rentabilité et raison d'être. Alors, en fait, l'idée, c'est de se dire, il ne faut pas que la question se pose. C'est-à-dire que la rentabilité, elle va découler du fait que vous avez défini une bonne raison d'être, c'est-à-dire qu'il soit aligné avec ce que vous êtes et qu'il soit aligné aussi avec un vrai besoin qu'il y a dans le monde. Et derrière tout le travail pour la rentabilité, c'est comment est-ce qu'une fois que j'ai défini ma raison d'être, je trouve le bon business model. Là, effectivement, il peut y avoir des changements, des pivots, etc. Mais par contre, la raison d'être, elle est immuable. Et quand il y a des choix à faire entre rentabilité et raison d'être, on vous a parlé de l'exemple de la CAMIF, il n'y a pas de choix, en fait. C'est la raison d'être prime. Et la conviction, c'est que quand elle est vraiment incarnée, et je vous prenais l'exemple de Château Forme tout à l'heure, eux, il y a une phrase qu'ils ont en interne, c'est « Je vous donne le droit de satisfaire le client, quel qu'en soit le coût, et sans demander la permission ». Donc, n'importe qui en interne peut prendre une initiative qui pourrait aller contre la rentabilité à partir du moment où ça va dans le sens de la raison d'être, parce qu'ils sont convaincus qu'à long terme et au global, le fait de respecter et d'incarner à fond la raison d'être, ça paye. Et c'est le cas. Donc, effectivement, c'est vraiment l'idée de la performance découle du fait d'incarner authentiquement sa raison d'être. Ouais, on voit vraiment des impacts directs, mais c'est vraiment de la rentabilité durable, en fait. C'est-à-dire que vous allez effectivement, quelquefois, perdre un peu de rentabilité à court terme pour créer une performance et une rentabilité durable. Je vous parlais de Shapka. Shapka, lorsqu'ils ont décidé d'aller sur la gestion de sinistres, bon, voilà, pendant une année, ils ont pris 2 développeurs, ça a présenté une énergie incroyable pour redéfinir un nouveau business, mais c'était complètement dans la raison d'être. Et 10 fois, ils ont failli arrêter en se disant, mais pourquoi se lance-t-on dans ce nouveau métier, qui est un métier qu'on ne connaît pas? Mais ils l'ont fait, ils ont tenu. Donc, cette audace, cette capacité d'entreprendre, elle a été tenue parce qu'elle était en ligne avec cette raison d'être. Et la rentabilité a été colossale. L'entreprise a quadruplé de rentabilité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà les clients en gestion dans le courtage d'assurance, et après la gestion de sinistres, ils pluguaient là-dessus. Ils ont fait une gestion de sinistres très automatique qui leur a dégagé des rentabilités colossales. C'est la même chose avec Juste-à-temps. On voit la même chose avec Airbnb dont je citais tout à l'heure. C'est la même chose avec Lego que je citais tout à l'heure. On voit toutes ces entreprises qui ont non seulement dégagé la performance, mais aussi un véritable décollage de l'activité, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que recherchent les consommateurs. Et voilà, donc il y a une véritable, quand c'est bien fait, ça peut être une formidable source à la fois d'énergisation, de nouveaux business, d'élargissement de l'offre produit et de fidélité, de fidélité des collaborateurs et de fidélité des consommateurs. On ne se rend pas compte à quel point un collaborateur perdu, un manager perdu qui ne trouve pas de sens, qui trouve qu'il n'y a pas d'exemplarité, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de, qui quitte l'entreprise, le coût que représente ce départ de collaborateurs, de savoir-faire, bien sûr de recruter un nouveau manager, de le former, etc., de performance le temps que cette personne soit formée opérationnelle. Voilà, donc si vous arrivez véritablement à avoir cette dynamique, cette âme, vous allez avoir un noyau de collaborateurs extrêmement motivés, extrêmement fidèles, et un noyau pareil de consommateurs qui vont être des prescripteurs, autant de prescripteurs, parce qu'ils aimeront parler de votre marque. Hélène, est-ce que j'ai raté encore des questions? Non, mais il y a plus des réactions. Alors, pour tous ceux qui sont présents, vous pouvez encore poser librement des questions. Ça peut aussi présenter un cas. Une question que nous, on aurait pour vous, c'est pour tous ceux qui avaient mis 1 au départ. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas travaillé sur votre raison d'être? C'est quoi aujourd'hui les obstacles, les objections? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est parce que les dirigeants n'y croient pas? Enfin, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous avez pas démarré ce travail? Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes bloqué par un dirigeant qui n'y croit pas vraiment, ou parce qu'il y a tellement d'autres priorités, je dirais business, quotidiennes, qu'on n'a pas le temps de prendre le recul. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé ce métier d'harmoniste. C'est pour vraiment, et vous voyez qu'on a une approche extrêmement business, extrêmement concrète des choses, et c'est vous permettre de lancer ce chantier, comme je le disais tout à l'heure, vite et bien, c'est-à-dire avec des process qui sont structurés et vraiment en mettant en œuvre les équipes, en mettant en action les équipes, ce qui fait que finalement, ça prend relativement peu de temps des managers et des dirigeants. C'est vraiment un travail collaboratif qui permet d'aller vite, quoi.
Écoutez, je vous remercie vraiment de votre présence. S'il n'y a plus de questions, n'hésitez pas, là encore, à nous faire part de vos commentaires, à nous contacter. Et on vous remercie, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Ces convictions, on espère vous les avoir fait un peu partager et on vous encourage évidemment à continuer de les diffuser parce que voilà, l'harmonie. Sabrina, merci pour cette belle journée harmonieuse. Et on espère que vous pourrez, à votre échelle, contribuer aussi à faire progresser ces sujets. Oui, n'hésitez pas, vous avez vu que nous sommes des passionnés de ces sujets, donc n'hésitez pas d'en parler autour de vous. Et voilà, et c'est le lien entre raison d'être et opération, qui est vraiment comment cette raison d'être, évidemment, on l'a fait vivre dans la durée, on embarque les équipes et on la traduit dans l'offre produit. Voilà, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et à la fin, pour avoir des entreprises cohérentes, des entreprises dans lesquelles il fait bon vivre, avec des collaborateurs qui ont le sourire. Voilà, c'est ça ce qui nous fait lever, nous, tous les matins. C'est notre raison d'être. Très bonne journée à vous tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.